Nous en venons maintenant aux questions. J'invite donc tous ceux qui souhaitent intervenir dans la table ronde à s'inscrire auprès de la direction de la séance. Chaque question sera immédiatement suivie de sa réponse avant que le débat soit le plus fluide possible. Je vous propose 2 minutes par question, 2 minutes par réponse. Je vous propose surtout de dire à quel intervenant s'adresse votre question. La première question va être posée par monsieur Aurélien Taché du groupe écologiste NUPES à l'initiative de ce débat. C'est à vous, monsieur Taché. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, on a, selon le renseignement intérieur que j'ai pu auditionner la semaine dernière dans le cadre d'une proposition de loi que j'ai proposée, j'y reviendrai, un risque d'attentat lié à l'extrême droite radicale en France qui est de plus en plus élevé. Ils disent même que c'est le risque aujourd'hui après le terrorisme djihadiste qui est vraiment le plus probant et le plus en augmentation. On estime environ à 1500 individus, soit nationalistes, soit accélérationnistes, pour reprendre les termes du sociologue Erwan Lecker, ou néo-nazis, considérés comme potentiellement violents. Des chiffres ont été rappelés aussi sur Europol qui dit que la moitié des arrestations ayant lieu en Europe face à ce risque terroriste interviennent en France. Moi j'avais donc, et enfin 11 enquêtes ont été ouvertes depuis 2017 pour des présumés projets d'attentats liés à cette mouvance. Moi j'avais donc souhaité proposer une loi la semaine dernière qui demandait au gouvernement de nous faire un état des lieux précis de la menace, un état des lieux exhaustif, puisque seul le gouvernement peut le faire, le Parlement ne peut pas, il ne dispose pas des moyens de renseignement dont dispose le gouvernement, et donc c'est vraiment au gouvernement de venir dire à la représentation nationale, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de démocraties, quelle est la menace exact. Malheureusement, cette proposition de loi a été refusée, donc je suis heureux qu'on ait ce débat aujourd'hui et que le gouvernement réponde après cette table ronde. Alors, j'aurai 3 questions rapides pour chacun d'entre vous. Erwan Lecker, vous avez bien dit qu'il y avait un regain de l'extrême droite violente en France. Considérez-vous, au regard de vos travaux, qu'un certain nombre de discours qui finalement banalisent des thématiques ou des idées d'extrême droite peuvent finalement encourager ou non ce regain? Monsieur Baudouin, vous avez dit que la dissolution des groupes n'était pas toujours suffisante. Vous avez fait une première préconisation sur la pénalisation des individus. En avez-vous d'autres? Et enfin, Raphaël Arnaud, vous avez été, je crois, la cible d'un groupuscule d'extrême droite à Lyon dernièrement, où des individus sont venus en bas de votre domicile scanter des chants et menaces. Diriez-vous que pour un militant qui se bat contre les extrêmes droites violentes aujourd'hui, il y a un risque, une grande difficulté? Craignez-vous pour votre intégrité? Et l'État vous a-t-il proposé une protection policière? Je vous remercie. Lequel d'entre vous commence du coup? Puisqu'il y avait plusieurs questions à plusieurs intervenants. Allez-y, monsieur Lecker. Alors, en 2 minutes donc. Un mouvement et des actions d'ultra-droite se développent toujours dans un contexte donné. Contexte sociopolitique, bien entendu, économique également. Et donc, on a, sur le long terme, toujours pu analyser ces choses-là de cette façon. Aujourd'hui, ce qui détermine majoritairement les contextes sociopolitiques notamment, c'est ce qu'on va appeler les imaginaires. C'est une théorie sociopolitique que je ne vous apprends pas. Tout le monde voit de quoi je veux parler. La question des imaginaires, c'est dans quel imaginaire se développe telle ou telle action. D'une certaine façon, comment sera reçu par la population tel type ou tel autre type d'action. En fonction de quoi est-ce que la population va juger un gouvernement éventuellement de la légitimité de telle ou telle action. Et donc, pour répondre à votre question de façon rapide, il y a, et là on a des chiffres, entre l'été 2021 et mars 2022, on a des chiffres, notamment un chercheur de l'INA qui a fait des enquêtes, là, une chercheuse de l'ICNRS. Nous avons donc en effet dans nos pays, au sens large du terme, que ce soit les États-Unis, la France, la Belgique, l'Italie, la Hongrie bien entendu, mais aussi d'autres pays, l'Allemagne bien entendu, il y a un imaginaire et une ambiance sociale qui en effet permet, avalise, semble donner corps à des idées qui étaient hors de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, pour reprendre un terme que maintenant tout le monde connaît je pense, fenêtre d'Overton, donc c'est qu'est-ce qui devient admissible dans une société de dire dans un média. Et cette fenêtre en effet a bougé ces dernières années. Depuis une dizaine d'années, il y a les termes, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse d'ailleurs, il y a les termes qui ont été créés par des groupuscules qui sont devenus des termes normaux. Le problème de l'immigration, 1983, la première des sécurités, c'est la liberté, la première des libertés, c'est la sécurité, 1986, Civitas. Bien, ce phénomène-là, tout le monde le comprend aisément, puisque vous faites tous ici de la politique, je pense. Et donc, oui, il y a de façon claire, nette et précise, en analyse lexicographique, lexicométrique et aussi dans la façon dont les gens que nous interrogeons régulièrement, certains de ces militants, il y a un bouger, il y a quelque chose qui a bougé depuis quelques années et qui permet à certains, notamment à des loups solitaires, de se sentir financés ou en tout cas poussés à agir, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, par contre, en fait, c'est 2 minutes de réponse globale.
lorsqu'il y a 2 minutes de questions et 2 minutes de réponse globale. Donc, on commence le débat. Mais si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Baudouin ou Monsieur Archenot, mais rapidement. Alors, très rapidement, c'était les moyens de prévention ou de répression complémentaire. Je vais pas développer très longuement. Moi, à mon avis, le moyen principal, c'est d'essayer d'éliminer le terreau qui sert de base à ces mouvements d'extrême droite. Et le terreau, alors là, il faudrait que je développe beaucoup plus longuement, c'est évidemment l'insuffisance de prise en compte d'une crise sociale, d'une crise de précarité, d'une crise climatique, etc. Donc voilà, je ne peux pas répondre globalement à la question en si peu de temps. Je vous remercie. Monsieur Archenot. Rapidement, juste sur la question des dissolutions, pour nous, elle a un sens tout de même. Notamment, on a fait campagne pour la dissolution de Génération Identitaire. Malheureusement, elles ne sont pas assez fortes, ces dissolutions, puisque notamment à Lille et à Lyon, ils ont pu garder leurs locaux, c'est-à-dire leurs outils organisationnels dans lesquels ils peuvent s'entraîner et continuer à mener des ratonnades en partant de ces locaux-là. Juste sur ma question personnelle, parce qu'en fait c'est une question beaucoup plus large, politique, et la menace des personnes qui osent s'engager contre l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. C'est effectivement, ça a du sens politique, parce que déjà ils sont venus 2 fois en 2 semaines. Ils sont venus notamment pour me tendre un guet-apens la première fois, ils étaient une dizaine avec 3 véhicules, donc c'était parfaitement coordonné. Ils ont essayé de rentrer à plusieurs reprises dans mon immeuble. Et effectivement, il y a quelques jours, donc mardi soir, ils sont venus à une quarantaine scander des slogans en disant qu'ils allaient tout casser chez moi. Ils sont partis notamment du Vieux-Lyon, à proximité de leurs locaux, et jusqu'à chez moi pour chanter ces slogans-là. Donc oui, c'est une mise en danger. On le savait au moment où on a mené cette lutte, et c'est encore pire quand les gens ne sont pas préparés à toute cette violence et toutes les personnes qui visent, notamment des élus de la République, mais pas que, évidemment. Et ça a du sens l'année où, en juin prochain, on va fêter malheureusement le triste anniversaire des 10 ans de la mort de Clément Méric. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy.